à l'amont. On peut parler? Mesdames et messieurs, bonjour. On démarre avec un peu d'avance pour essayer de voir si ça passe correctement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, nous n'avons pas pu émettre notre e-live conférence pour des raisons techniques, des raisons qui ont dépassé un peu notre entendement, inhérentes au statut de Facebook. Donc, nous allons cette semaine, avec la diététicienne et moi qui suis votre servante pour cette e-live, vous accompagner dans ce qui est tout savoir sur l'alimentation du diabétique en 2020. Donc, une e-live conférence centrée sur l'alimentation parce que nous avons fait le constat que vous posiez énormément de questions concernant l'alimentation. Donc, nous avons répondu un peu de manière indirecte à votre demande et nous avons avec nous un professionnel de santé que j'accueille avec grand plaisir et que vous connaissez déjà puisqu'elle participe de manière effective à nos e-live conférences. C'est notre diététicienne référente qui est spécialisée dans le diabète et les maladies métaboliques. Voilà, je ne serai pas plus long moi parce que aujourd'hui le sujet est centré sur l'alimentation, donc c'est Madame Bonada qui sera votre interlocuteur privilégié. Moi je répondrai essentiellement aux questions inhérentes à ce qui est médical et ce qui concerne l'alimentation, on sera ensemble pour le commenter. Voilà, Madame Bonada, c'est à vous la parole. En attendant du coup les questions qui vont arriver, j'espère, on peut déjà faire un point sur tout ce qui est l'alimentation du diabétique. Donc, pour résumer un petit peu et pour vous expliquer un petit peu, donc l'alimentation du diabétique doit être une alimentation équilibrée et variée. Il n'y a pas de régime restrictif à mettre en place. Ça, c'est déjà très important. Donc, en quoi consiste une alimentation équilibrée? Donc, il vous faut un peu toutes les familles d'aliments, à savoir donc une portion de protéines, une portion de féculents et une portion de légumes sur chaque repas, ou presque en tout cas, ou répartis dans la journée. Ce qui est important, c'est surtout de contrôler la quantité de féculents. Donc, les féculents, c'est tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, légumes secs, pain également. Et voilà, de faire attention aux quantités que vous consommez, qu'elles vous soient vraiment bien adaptées, donc en fonction surtout de votre activité physique, de votre poids, voilà, si vous êtes un homme ou une femme, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir, nous, en hospitalisation ou en individuel, en tout cas, où on va personnaliser un peu vos besoins et vos apports glucidiques. Et ensuite, ce qu'on limite au quotidien, ça va être plutôt tout ce qui est produits sucrés. Donc, par exemple, la confiture le matin, le miel, le sucre ajouté dans les boissons, tout ce qui est soda, évidemment. Donc, voilà, ça, ou les gâteaux, les bonbons. Tout ça, c'est plutôt ce qu'on va demander de limiter au quotidien. Ça ne veut pas dire interdire non plus. Donc, ça veut dire que vous pouvez surtout vous faire plaisir de temps en temps. Donc, on dit environ maximum une fois par semaine, prendre une pâtisserie par exemple si ça vous fait plaisir, ou si vous avez une occasion d'aller au restaurant ou au cours d'un anniversaire par exemple. Voilà, il ne faut pas s'en priver non plus pour autant. Ce n'est pas une prise d'aliments sucrés qui va déséquilibrer votre diabète, mais c'est vraiment si c'est pris au quotidien, si c'est sous forme de grignotage par exemple en dehors des repas. Voilà, donc ça c'est déjà, on va dire un peu en règle générale ce qu'il faut retenir. Un mot aussi du coup sur les légumes, après avoir parlé des féculents, on vous demande souvent d'associer les féculents avec les légumes. C'est tout simplement parce que ça contient notamment des fibres, essentiellement, des vitamines et des minéraux aussi, et les fibres au cours du repas vont vous permettre de ralentir un petit peu l'absorption des sucres, donc ce qui va permettre un meilleur équilibre glycémique après le repas. Voilà. Alors, juste un peu avant qu'on démarre les questions, c'est préciser que comme nous sommes dans un contexte de la francophonie, il existe aussi des féculents qui ne sont pas les féculents habituels dont on entend parler ici en Occident. Ce sont des féculents qui sont spécifiques aux pays tropicaux,
Donc peut-être un petit mot sur ces féculents-là pour aussi donner des messages de contrôle des hydrates de carbone chez ces patients-là qui viennent d'horizons tropicaux et qui vont manger du manioc, de l'igname, du taro, de la patate douce, qui sont des féculents qui ne sont peut-être pas effectivement de coutume en Europe. Peut-être donner un mot sur ça. Donc ces aliments-là aussi, donc j'ai répété, le manioc, le taro, la patate douce, l'igname sont aussi des féculents. Donc c'est pareil, il faut essayer de les associer à des fibres au cours du repas, donc des légumes que vous allez trouver, une part de protéines, de viande ou de poisson également, pour constituer le repas équilibré qui conviendra pour équilibrer les glycémies également pour les patients diabétiques. Voilà. Bon, ben, je pense que le cadre de cette live conférence a été posé. Donc, alimentation équilibrée, toute catégorie d'aliments doit être représentée, bien diversifier son alimentation et éviter surtout les apports hypercaloriques qui ne vont pas être facilement métabolisés par le patient diabétique. Donc, nous allons commencer par écouter vos questions et tenter de répondre avec l'expertise de Madame Bonada ici, qui pourra en fait vous apporter des solutions quant à comment vous alimenter en tant que diabétique en 2020. Donc on va remercier les internautes qui sont toujours présents, qui ont été très présents à l'attente la semaine dernière et on s'en excuse encore une fois. C'était vraiment indépendant de notre volonté, mais voilà. Cette histoire est derrière nous, nous allons continuer ces échanges entre vous et nous et tenter d'apporter des solutions à vos questions. Donc Sylvie Bert qui nous dit « Bonjour, mon ami est diabétique sous pompe à insuline depuis 10 ans, il a une pompe depuis 2 ans et ses glycémies sont toujours hautes. Pourtant, on fait des repas spéciaux, hein, et on achète un livre qui lui permet de faire bien attention, où il pèse tout pour pouvoir perdre du poids. » Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Sylvie Bert? Alors, si les repas sont effectivement corrects, on va dire, le souci, c'est peut-être au niveau des quantités aussi. Si on mange équilibré mais qu'on mange trop, dans tous les cas, là, ça peut quand même créer un déséquilibre du diabète si du coup les doses d'insuline, vu qu'il est sous pompe, ne sont pas bien adaptées et forcément sur la perte de poids, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Voilà, après... on peut peut-être aussi répondre à Sylvie Bert en disant que peut-être que les débits de base aussi de son compagnon ne sont peut-être pas adaptés à la quantité calorique qu'il absorbe en ce moment. Donc peut-être qu'il y a une possibilité de jouer aussi sur les débits de base pour améliorer l'équilibre glycémique, hein, puisqu'il a une pompe, il a des débits qui permettent de maintenir une euglycémie entre les repas, et puis voir aussi si ces bolus s'adaptent bien à la quantité, à ce qu'il mange. Voilà. Exactement. Alors, Madame Leda Laborde, c'est quand même contraignant de tout peser, ça nous rappelle constamment notre diabète. Alors, effectivement, ça je peux le comprendre. Par contre, nous, on ne va pas forcément vous demander de peser au quotidien vos féculents, vos aliments. Ce que vous pouvez faire, en tout cas, ou ce qu'on vous conseille, c'est de visualiser ce que peut représenter une quantité de féculents. Alors là, je vais faire des quantités générales, on va dire. Après, il faut voir, vous, vraiment vos besoins et quelle quantité vous serez plutôt adapté. Mais si on part, par exemple, sur 100 grammes de féculents cuits, on parle toujours en cuit, vous pouvez le peser une fois chez vous avec vos assiettes, vos cuillères, enfin, vos ustensiles, pour voir ce que ça représente dans votre assiette. Une fois que ça, vous l'avez fait avec les différents féculents, avec des pâtes, avec du riz, avec des pommes de terre, vous n'avez pas besoin de le peser à chaque fois. C'est vrai que c'est très contraignant et ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. On veut que vous ayez quand même une certaine liberté au cours de vos repas. Donc voilà, c'est juste peut-être faire des rappels une fois de temps en temps, même pas une fois par mois, mais voilà, une fois tous les 2-3 mois par exemple, pour visualiser ce que ça représente. Et après, non, au quotidien, vous n'avez pas à peser chaque aliment. Hein. C'est vrai que ça peut être difficile.
Alors, Séverine Burby, bonjour, j'aimerais bien savoir ce que je peux manger entre les repas si j'ai faim et j'aimerais savoir combien de féculents. J'ai fait un régime strict, je suis passée de 142 kg en avril à aujourd'hui 80 kg et j'ai souvent faim entre les repas, je ne sais pas quoi manger. Très bien, alors déjà bravo, c'est une grosse perte de poids. Et là, la question, c'est peut-être le choix des équivalences glucidiques. Ouais, quand elle a des creux, qu'est-ce qu'elle peut manger pour ne pas, non pas prendre trop de poids et puis pas trop déséquilibrer son diabète. C'est ça. Alors, donc il est vrai qu'entre les repas, alors vous êtes diabétique quand même on parle du poids, mais je ne sais pas forcément. Ah oui, oui c'est vrai que ce n'est pas précisé. Peut-être pas, mais peut-être pas. Donc, rester dans l'équilibre. Voilà, on va rester quand même dans un équilibre. Donc, entre les repas, effectivement, si vous avez faim, c'est vraiment s'il y a une sensation qui vient de l'estomac, vous avez un besoin d'énergie, il vous faudra apporter un petit peu de sucre lent, par exemple. Ça pourrait être du pain, des biscottes, voilà. Entre autres, ça peut être des céréales aussi, ou même un fruit à la limite. Ce qu'il va falloir éviter, c'est un apport de sucre pur, donc de rajouter vraiment un produit très sucré avec le sucre lent pour éviter déjà d'apporter un aliment hypercalorique. Donc, au niveau des calories, on va être vite en excès et c'est quelque chose qui ne va pas vous rassasier très longtemps non plus. Donc là, l'idée, c'est quand on a faim, c'est d'être rassasié jusqu'au prochain repas. Le repas du soir, par exemple, si c'est dans l'après-midi. Donc là, déjà, il faut faire des choix alimentaires. Donc voilà, un aliment, un sucre lent associé à soit un aliment, soit un aliment qui n'est pas que sucré, très sucré, et ça peut être associé à un sucre lent si vous avez faim entre les repas. Après, si vraiment c'est juste une petite faim, je dirais, ou une petite envie ou une petite pause que vous voulez faire dans l'après-midi, privilégiez plutôt des aliments qui, eux, ne vont pas du tout contenir de glucides, par exemple un produit laitier, ou carrément si vous aimez quelque chose de protéiné, une tranche de jambon, voilà. Ça, c'est si vous êtes diabétique, ça évitera vraiment de perturber les glycémies entre les repas. Voilà. Donc pour résumer, entre les repas, on ne met pas des choses qui sont très caloriques. Voilà. Pas de pain au chocolat. On va éviter pas de viennoiserie, pas de barre de chocolat très chocolatée. Faites attention, plutôt des produits laitiers, plutôt des choses qui sont moins caloriques. Exactement. Et puis, si on veut rassasiantes. Et si on veut une petite douceur, c'est plutôt vers le chocolat noir qu'on va. Le chocolat noir peut être un bon compromis, je pense. Voilà, associé avec un sucre lent ou pas, avec ce que vous aimez, mais voilà, effectivement, ça peut être le bon compromis pour associer plaisir et rassasiement aussi. Voilà. Donc, on espère qu'on a répondu à la question de Séverine Bourgui. On va continuer. Une infirmière prestataire qui nous pose la question, le calcul des glucides permet-il un meilleur équilibre glycémique? Est-ce que est-ce que c'est nécessaire? Parce que c'est pas si évident. C'est pas si évident. Ce n'est pas accessible à tous. Exactement. Ça peut l'être si, alors c'est le calcul des glucides, sachant que c'est pas forcément au gramme près, c'est-à-dire que si on a déjà une bonne idée de la teneur en glucides des aliments, que l'on se connaît surtout, c'est ça qui est surtout le plus important dans ce genre de prise en charge, si le patient se connaît très bien, il saura et il sera à même d'adapter son bolus d'insuline derrière. Et c'est ça en fait qui est le plus important. Le calcul peut aider effectivement, mais si à côté il y a une bonne compréhension aussi de sa pathologie et de l'influence des glucides sur son corps. Voilà, après, pas par cas. Donc, je pense que ça peut aider quand même, peut-être chez les diabétiques de type 1, surtout, voilà, qui manipulent ça vraiment depuis toujours presque. Ils sont aussi éventuellement traités par pompe à insuline, qui font ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle. Peut-être redonner ici quelques noms d'applications. Alors effectivement, oui, il y a des aides par le biais d'applications avec son téléphone pour calculer les glucides d'un repas. Celle qu'on peut utiliser, c'est GlucideCheck, où vous avez vraiment quasiment tous les aliments qui sont répertoriés, qui enregistrent aussi vos repas habituels. Donc si vous avez l'habitude de faire un peu toujours le même type de repas, vous allez les retrouver très rapidement. Après, quel est l'autre GlucideCheck
Le glucocompteur. Le glucocompteur, voilà, c'est ça qui est pareil, qui est sur un même principe de vous tapez l'aliment que vous mangez, ça vous donne la quantité de glucides immédiatement avec les quantités adaptées. Donc voilà, ça peut être une aide aussi pour ces patients-là qui comptent les glucides et pour mieux adapter les doses. Oui, donc l'insulinothérapie fonctionnelle est cette méthode d'alimentation que privilégient maintenant les diabétiques de type 1, où ils sont libres sur le plan alimentaire, tout en gardant une glycémie de départ normale pour une glycémie d'arrivée normale. Donc c'est pouvoir s'alimenter librement et adapter la dose d'insuline à ce qu'on a mangé pour rester toujours équilibré. Si je résume, c'est un peu ça. Hein, oui. Voilà. Donc on va continuer donc dans les questions. Juste pour informer que Estelle d'Isis Diabète pose cette question parce qu'elle accompagne souvent en pompe à insuline les patients à l'extérieur et c'est une question qui méritait toute sa place ici. Donc, Leda Laborde, la patate douce contient-elle beaucoup de sucre? Oui, elle en contient effectivement. On peut l'assimiler un peu à la pomme de terre quand même. Hein. Donc, on est sur un ordre de grandeur à peu près de 20 grammes pour 100 grammes. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment vous parler. Et qui sont plutôt quand même des sucres lents aussi. Donc, même si au goût, c'est vrai qu'elle est plus douce, hein, plus sucrée. Mais voilà, on peut l'apparenter, on va dire, aux féculents comme la pomme de terre, par exemple. Alors, expliquez aussi que pour 20 grammes pour 100 grammes, ça veut dire que quand on a 100 grammes de patates douces, voilà. Ben, on a 20 grammes de sucre dedans. Donc, ça fait quand même l'équivalent de quoi? De 4 morceaux de sucre, c'est quand même pas mal. Hein, oui. C'est quand même pas mal. Voilà. Et donc, dire aussi que pour justement ces aliments qui sont les aliments tropicaux, c'est le tubercule de manioc qui est l'aliment le plus élevé en termes de glucides, parce que c'est des molécules d'amidon pures et de grosses molécules d'amidon, très très riches en glucides. Donc c'est celui qui est au niveau pouvoir sucrant, avec un pouvoir sucrant le plus élevé. Voilà, donc il est intéressant de le cuire, mais plus on complexifie ces aliments-là, plus on liquéfie leur pouvoir sucrant, et mieux c'est. C'est-à-dire que manger du tubercule de manioc bouilli simplement, c'est très très riche en glucides. Donc il faut effectivement l'accompagner d'un repas très enrichi en légumes, très diversifié en fibres, et comme ça, on ralentit l'absorption de ces aliments, de ces sucres. Voilà, donc on va aller chez Charles Albisson, qui nous dit bonjour à toutes les deux, merci. Je ne mange aucun légume depuis toujours, hormis les pommes de terre. Est-ce que j'ai des risques supplémentaires de développer du diabète quand je serai plus vieux? Merci. Alors, juste petite précision, la pomme de terre n'est pas un légume, c'est un féculent déjà. Alors après, le risque de développer un diabète n'est pas que lié à votre mode d'alimentation. Donc ça va être vraiment, il y a une part de génétique, d'antécédents familiaux, il y a le mode de vie, la sédentarité et votre alimentation en règle générale. Non, je ne dirais pas qu'il y a forcément plus de risques, mais si vous prenez du poids, si vous bougez pas suffisamment, s'il y a déjà des antécédents dans votre famille, vous êtes plus à risque de faire un diabète, effectivement. Voilà. Donc, ce diabète qui va être en lien avec votre mode de vie. Ce qu'on peut vous conseiller, monsieur Charles Albisson, c'est d'essayer plutôt de varier votre alimentation, de l'équilibrer maintenant, d'éviter de prendre du poids, de bouger, de ne pas être trop sédentaire, parce que ce sont ces facteurs-là qui vont permettre d'exprimer peut-être une susceptibilité à être diabétique chez vous, vous allez déclarer un diabète, alors que vous auriez pu le retarder au maximum si vous aviez acquis des habitudes alimentaires, comment on va dire, plus équilibrées. Hein, plus équilibrées. Donc, apprenez à vivre sainement, apprenez à manger de manière mieux, et il est fort probable et faites de l'activité physique, et il est fort probable que ces maladies-là puissent être retardées au maximum. Maintenant, quand on devient diabétique à 80 ans, là, c'est quand tu n'as pas la chance, mais il vaut mieux être diabétique à 80 ans qu'être diabétique à 40 ans, parce que l'histoire de votre diabète ne sera pas le même. Voilà, donc nous, ce qu'on peut vous conseiller, monsieur Charles Albisson, c'est de partir sur une alimentation équilibrée. Alors, essayez vraiment
de varier, de rajouter des légumes, de manger équilibré et de faire une activité physique régulière. Donc, Annick Mille nous dit bonjour, j'ai une pompe à insuline, je dois participer à un repas de fête, mon médecin me parle de bolus long, pouvez-vous m'expliquer? Alors, donc, ce qui se passe, c'est que vos pompes à insuline ont la capacité de vous proposer, sur des repas particuliers, comme ça, des situations particulières, d'allonger la durée de votre bolus, hein, l'insuline que vous allez faire au moment du repas, il peut être allongé ou il peut être fractionné en 2 temps. Donc, en 2 temps, ça s'appelle le bolus duo, allongé, ça s'appelle le bolus carré. Donc, il faut voir de quel type de repas de fête vous allez faire et faire le choix. Soit vous allez manger, vous allez prendre par exemple tout ce qui est les apéros, il y aura un temps d'arrêt avant d'arriver au repas qui va se terminer par le dessert. Là, on va vous proposer plutôt un bolus duo, c'est-à-dire qu'une première partie de ce bolus sera, accompagnera le début du repas, donc tout ce qui est l'apéritif. Voilà. Et puis, une deuxième partie va accompagner réellement le repas que vous allez faire, qui sera le repas de fête même. Mais si, par exemple, vous rentrez plutôt dans un continuum, c'est-à-dire que vous allez commencer par l'apéro et suivre d'office tout le reste du repas, à ce moment-là, on met plutôt un long bolus, donc ce qu'on appelle le bolus carré, qui sera plus long, qui va être un peu en plateau et qui va durer sur plus de temps que d'habitude. Voilà ce qu'on peut vous expliquer dans ce que sont ces propositions de bolus. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, Annick Mille, c'est effectivement plutôt de partir vers ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle, qui vous permettrait à l'œil de voir réellement la charge de glucides que vous avez dans ce que vous allez manger et d'adapter, de faire un petit calcul que votre pompe même peut faire pour vous proposer des bolus. Et là, vous serez moins dans la réflexion de qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. Votre appareil sera calibré pour ça et il vous aidera. Voilà. Donc, Séverine Bourgui nous dit « Oui, je suis diabétique de type 2 ». Oui, c'était la question. Ah, c'était la question sur le poids et les collations. Oui, très bien. Alors, Cathy Philippiac nous dit bonjour. Bon, ben merci Cathy Philippiac. Dites-nous où vous êtes, Cathy Philippiac, hein, de quelle région vous nous appelez. Et ce serait intéressant pour nous aussi de voir jusqu'où s'étend notre pouvoir de tentacule. Sylvie Baird nous dit merci. Charles Albisson également. Élodie. JNLA nous dit bonjour. Connaîtriez-vous une application, un livre ou un site internet fiable pour le comptage des glucides dans le cadre de l'insulinothérapie fonctionnelle? Oui, ben voilà, c'est ce qu'on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Donc, les applications qu'on va conseiller, ça va être GluciCheck et mon glucocompteur, voilà, que l'on retrouve sur tous les téléphones. Où vous pouvez compter facilement la quantité de glucides de votre repas ou des prises que vous avez. Voilà. Donc après vous avez aussi la possibilité de trouver des menus tout faits. Hein, sur des sites, il y a des menus qui sont proposés, qui ont déjà, et il y a aussi les petits livrets, on a les livrets petits minceurs livrets, qui permettent aussi d'aider, hein, puisqu'elles parlent de livres, elles parlent d'applications. Oui, c'est plus une. Voilà. Donc effectivement, il y a des livrets. Le petit livre de la minceur, qu'on trouve en supermarché, qui sort chaque année, où il y a vraiment beaucoup d'aliments répertoriés avec les marques même et tout ça. Donc c'est pour tout ce qui est produit de supermarché, on va dire, on les retrouve quasi tous. Et après, il donne la quantité de glucides et il donne la valeur calorique aussi. Et des protéines et des lipides aussi. Donc. Voilà, ça c'est ce qui est intéressant, c'est que vous avez un panel de capacité avec, hein, il vous compte les glucides, il vous dit quelle quantité de glucides vous avez sur le repas, sur la proposition, à l'image, il vous dit quelle quantité calorique cela apporte, il vous dit combien de grammes de lipides il y a dedans, donc c'est bien parce qu'à partir de là, on sait ce qu'on mange, hein, et puis on sait ce qu'on veut en faire, et c'est assez intéressant. Ça ne coûte pas cher, c'est vendu dans le commerce de tous les jours. En Europe, ici, on les trouve dans les grandes surfaces, au rayon des livres, là où se situent les journaux de régime. Donc, vous les trouvez là, c'est des petits livrets, c'est tout petit, et c'est très, très intéressant parce que ça aide vraiment
à l'insulinothérapie fonctionnelle pour déterminer la quantité de glucides qu'il y a dans les aliments qu'on va manger et nous permettre d'adapter la dose d'insuline en fonction. Donc voilà, on espère avoir répondu à votre question. Alors, Cathy Philippiac nous dit qu'elle est de Perpignan et qu'en ce moment, elle est dans le train. Difficile de capter. C'est très gentil à vous. Merci de nous faire un coucou. Lucie Camilleri, bonjour. Le jus d'orange maison le matin est mauvais pour le diabète. On n'a pas le type, hein, le diabète. Bon, est mauvais pour le diabète. Merci de votre réponse. Je ne crois pas que ce soit mauvais pour le diabète. Hein. On a le droit, on a des droits. Voilà, c'est pas mauvais, hein, faut pas voilà, incriminer des aliments comme ça. Oui. Déjà, c'est un jus d'orange frais quoi, que vous faites vous-même, donc c'est, on va dire déjà il n'y a pas d'additif, donc c'est déjà très bien. La seule chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est quand on presse une orange, on a moins les fibres du fruit qui vont pouvoir ralentir l'absorption des sucres de ce fruit-là. Tout comme si vous buvez un verre de jus de pomme. Ou, voilà. Donc la seule chose, c'est attention, c'est que l'absorption des sucres sera plus rapide et ça peut faire augmenter votre glycémie plus rapidement. Maintenant, pris au cours d'un petit déjeuner où il y aura également un sucre lent, du pain ou autre, voire même un aliment protéiné, là-dessus, il n'y aura pas de problématique et ça ne sera pas mauvais pour votre diabète. Surtout si dans la matinée, après, vous êtes active et vous allez faire un petit peu de marche ou une activité, peu importe. Il n'y a rien de mauvais dans boire un jus d'orange frais le matin. Voilà, donc, l'accompagner avec d'autres sources d'aliments, hein, ne pas le prendre frais seul, c'est ce que je comprends. Voilà. Et puis, surtout, ne pas hésiter à y mettre même des protéines, hein, les protéines, une omelette, voilà, des omelets, du jambon, voilà. Donc, plus effectivement vous élaborez vos repas, hein, on ne cessera de le dire ici aujourd'hui, mieux c'est parce que ça permet de délecter plus lentement les sucres qui sont contenus dans les féculents et votre organisme arrive à mieux les gérer. Voilà. Donc, on espère répondre à vos questions. Hein. Lucie Camilleri nous dit qu'elle est diabétique de type 2, mais ce n'était pas si important que ça, parce que qu'on soit diabétique de type 1 ou de type 2, la réponse, elle est la même. Voilà. Donc, pour Cathy Philippiac, après mon repas de midi, malgré mon insuline rapide, je n'arrive pas à descendre. 4 heures après, je monte très haut et j'ai peur de faire trop de rapide pour ne pas faire d'hypoglycémie. Donc, oui, voilà, donc, Cathy, donc, oui, il y a comme ça. Alors, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si vous avez une pompe ou pas, parce que dans la pompe, vous avez la capacité de modifier la vitesse de délivrance de votre insuline rapide. Vous pouvez l'étaler plus longue, c'est-à-dire que donc de 2 à 3 heures, la rapide que vous allez faire, sa durée de vie en général entre 2 à 3 heures, vous pouvez la pousser autour des 4 heures maximales. Donc ça ira plus loin que trop rapide. Et à ce moment-là, vous ne vous sentez pas l'obligation de refaire une rapide dessus pour entraîner des hypos. Donc ça aussi, c'est possible. Mais si vous faites une injection de rapide, à ce moment-là, au repas de midi, on a tendance, nous, si vous êtes sur un schéma de multi-injection, c'est-à-dire de faire une lente et puis des rapides au moment des repas, on a tendance à remplacer votre bolus de rapide du midi par ce qu'on appelle de la Novomix 50, qui est un mélange à 50% un peu de lente et de rapide pour qu'elle puisse couvrir le plus longtemps possible le repas de midi. Et ça vous évitera de craindre ce passage trop court à l'insuline et trop court donc de l'insuline et cette riposte hyperglycémique qui vous oblige à surjouer la dose d'insuline. Voilà, donc soit vous avez une pompe et on peut modifier la durée de délivrance de votre rapide, soit vous n'avez pas de pompe, on peut remplacer votre rapide du midi par une insuline mix, qu'on appelle l'insuline mix 50, qui permettra d'étaler un peu plus longuement la dose d'insuline que vous allez faire pour couvrir le plus longtemps possible les besoins que vous avez après votre repas de midi. Voilà. Donc, Neila Ouibi
dit que sa fille de 8 ans est diabétique depuis 4 ans. Donc, si elle a 8 ans, elle est diabétique depuis 4 ans. Elle l'a eu à 4 ans, elle est sous pompe. Elle est toujours en hyper la nuit, entre minuit et 4 heures du matin. En augmentant la basale, elle est en hypo, et en la baissant, elle est en hyper. Alors, ça, oui, voir plus. Il y a une possibilité de voir plus. Voilà, dans le message. Comment faire? C'était ça. Comment faire? Là, on va... Je réfléchis juste un peu. Donc, dès que vous baissez, elle est en hyper, et dès que vous augmentez, elle fait des hypos. Il est fort probable, effectivement, que sa dose de capacité ne se trouve pas dans la possibilité de votre pompe. C'est-à-dire que si votre pompe a des incréments ou des décréments, c'est-à-dire la capacité de descendre, de baisser les doses ou d'augmenter les doses de 0,1 ou de 0,05, eh bien, elle doit se trouver dans un milieu et que vous n'arrivez pas à faire. Alors, elle a 8 ans, ça fait 4 ans qu'elle est sous pompe. J'aurais tendance à dire que peut-être de la laisser légèrement en hyper est une sécurité, plus que de la laisser faire des hypos. Après, si la pompe, vous pouvez changer la capacité d'incrément, c'est-à-dire qu'au lieu de descendre de 0,05 en 0,05, vous pouvez descendre de 0,025 en 0,025. Si votre pompe vous donne cette capacité, que votre prestataire puisse aller régler cela. Si ce n'est pas possible, j'aurais tendance à vous dire, ce n'est pas grave, laissez-la légèrement en hyper la nuit, plus qu'en hypo. Voilà, je pense que c'est une sécurité de nuit quand même, parce que les hypoglycémies la nuit sont quand même pas évidentes, ni pour vous ni pour elle. La nuit, il faut que votre enfant dorme pour apprendre, pour se régénérer, pour grandir normalement. Or, être la nuit obligée de tout le temps se lever pour contrôler tout ça, la réveiller pour contrôler ses glycémies, j'espère qu'elle a un capteur, puisqu'elle a 8 ans maintenant, j'espère qu'elle a un capteur de lecture de glycémie en continu, ça vous permet de venir zipper, mais voilà, je peux imaginer que les nuits ne soient pas simples pour vous. À mon sens, je préfère que vous la laissiez légèrement en hyper. Peut-être que d'autres vous diront que non, mais ça, c'est opérateur dépendant. Donc, moi, je fais ce choix-là. Je ne sais pas quel choix ferait votre diabétologue, mais moi, je fais le choix de vous dire que je préférerais qu'elle soit légèrement en hyperglycémie la nuit. Si on arrive en plus à bien gérer dans la journée, ça se compense et les choses peuvent aller mieux. Elle est sous omnipode, oui. Alors, les omnipodes, si je ne me trompe, les incréments sont quand même petits, mais ça va de 0,05 en 0,05. Et il n'y a pas de possibilité de passer en 0,25. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Moi, je vous dis, laissez-la légèrement en hyper. Et dans la journée, si tout se passe bien, ça se compense et ça permet de rééquilibrer les choses. Voilà, donc pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Donc, on vous annonce ici que l'article de la semaine prochaine portera sur l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, le libellé, le thème vous sera précisé. Pour le moment, donc, on va repartir un peu sur les aliments. Alors, à côté de tout ce qu'on vient de dire qui est de régulariser tranquillement l'alimentation, de l'équilibrer, d'être dans des dogmes. Est-ce que le diabétique peut se dire, bon aujourd'hui j'ai envie un peu de déroger, mais quand je vais déroger, comment est-ce que je vais recontrôler et sur quoi je peux déroger? Ça, c'était une question, et de parler un peu de tous ces régimes maintenant dont on entend parler, des régimes crétois, des régimes carbone, voilà, cétogène, voilà. Est-ce qu'on peut un peu en parler? Parce qu'on a eu énormément de questions sur ces genres de régimes-là, et c'est ce qui a d'ailleurs motivé la e-live que nous faisons aujourd'hui. Donc, ce serait intéressant qu'on réponde à ces internautes. Alors, oui, donc pour la première question, si l'on souhaite déroger, on va dire, à cet équilibre alimentaire, donc consommer, ne pas manger équilibré, manger du sucre ou plus sucré, oui, évidemment que c'est tout à fait possible. C'est une pathologie qui est chronique, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien, vous ne pouvez pas vous priver toute votre vie
d'aliments qui vous font envie, qui peuvent vous apporter un plaisir alimentaire. Donc oui, bien sûr que vous avez le droit et la possibilité de le faire. Ce qu'on va conseiller pour les patients diabétiques, effectivement, c'est plutôt de consommer les produits sucrés au cours du repas. Donc à la fin de votre repas, vous avez un gâteau, une pâtisserie, un chocolat, ou peu importe, plusieurs chocolats même, je dirais plutôt. Il n'y a pas de problème à ça. Faites-vous plaisir du moment que cela reste occasionnel. Voilà, que ce ne soit pas vraiment du quotidien, midi et soir. Voilà. Positionner ces repas-là en termes de dessert. Voilà, quand c'est un produit sucré, en tout cas, le privilégier au moment du repas ou à la fin du repas plutôt, on va dire. Si après, c'est aller se faire un fast-food ou juste aller manger une pizza et c'est tout, il n'y aura peut-être pas forcément de salade à côté, voilà. C'est tout à fait possible aussi. Voilà, il n'y a pas d'interdiction là-dessus, voilà, c'est ça. Donc du moment que c'est une fois et que c'est c'est le moment qui va créer l'occasion, en fait, c'est vous retrouvez des amis, vous allez manger une pizza, il n'y a aucun problème à ça. Voilà. Si vous êtes insuliné, sous pompe ou non, ce qu'il va falloir faire, c'est bien adapter son bolus d'insuline à ce repas-là. Et là, c'est vrai que l'insulinothérapie fonctionnelle peut vous aider en comptant un peu plus les glucides qui risquent d'être supérieurs, on va dire, à ce repas-là. Et comme ça, après, votre diabète reste tout à fait équilibré sans problème. Si vous n'êtes pas insuliné, c'est un repas occasionnel qui vous est tout à fait possible de faire. Voilà. Il n'y a aucune contrainte à ça et au contraire même il faut s'autoriser ces plaisirs-là pour éviter d'être vraiment restreint, de se sentir privé, ce qui peut entraîner aussi de moins bien vivre ou de mal vivre la maladie. Et encore une fois, voilà, comme c'est du quotidien, il faut vraiment des fois aussi s'autoriser ce genre de repas qui vont faire du bien, au moral en tout cas, donc n'hésitez pas, quoi. Oui, ça peut même créer des frustrations et faire rentrer les patients dans ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, ne vous privez pas, mais quand même, ne faites pas n'importe quoi. On n'a pas dit de faire n'importe quoi, mais si de temps en temps vous voulez vous faire plaisir, il n'y a absolument pas de problème. Voilà. Et donc, pour du coup enchaîner sur tout ce qui est régime cétogène, régime crétois. Le régime cétogène, on en a beaucoup entendu parler parce que dans les articles qu'on pouvait lire, c'était vraiment le régime qui faisait du bien au diabète, qui améliorait le diabète des patients. Alors, il faut savoir que c'est un régime qui est très restrictif. En quoi ça consiste rapidement? C'est on se prive essentiellement de tous les glucides de l'alimentation au profit ou en favorisant plutôt les apports lipidiques, donc en graisse et en aliments gras. Et comme en faisant cela, le corps va puiser dans les réserves de graisse pour chercher de l'énergie, tout simplement parce qu'elle ne sera pas apportée par les glucides de l'alimentation, et donc créer des corps cétoniques, le nom de régime cétogène. Donc il faut savoir que c'est quelque chose de très contraignant, de très restrictif aussi, qui peut entraîner par ce fait-là des carences nutritionnelles aussi en vitamines et minéraux, qui peut aussi créer une constipation parce qu'il y a très peu de fibres dans cette alimentation-là. Et c'est souvent une alimentation que l'on aura du mal à tenir sur du long terme. Donc sur un temps court, effectivement, peut-être que ça peut, ne serait-ce même vous faire perdre du poids et améliorer vraiment temporairement l'équilibre des glycémies. Mais il faut savoir que ça va surtout être source de privation et par répercussion pouvoir entraîner des compulsions ou des excès alimentaires. Donc vraiment, ça serait plutôt une mise en garde sur ce genre de régime et tous les autres également qui peuvent être plutôt restrictifs et déboucher sur des troubles du comportement alimentaire et notamment des excès caloriques et ou glucidiques. D'accord. Donc ces régimes-là, en fait, quoi qu'on dise, ne sont pas bénéfiques sur du long terme. C'est ça. Voilà. On peut le faire une fois en passant, voilà, un peu comme on vous dit que vous avez le droit de vous autoriser certaines choses, mais ce n'est pas des choses qu'il faut institutionnaliser dans sa façon de manger, parce qu'effectivement, créer de l'acétone, ce n'est pas une situation tout à fait physiologique. On ne vit pas avec de l'acétone. Au contraire, c'est même délétère pour l'organisme et on peut se retrouver dans des situations beaucoup plus dramatiques en vivant sous cétose.
parce que notre corps souffre, fabrique cette acétone, et cette acétone, elle est toxique pour l'organisme, elle peut être très dangereuse. Donc voilà, ces régimes-là, ce qu'on voulait vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est d'être très prudent avec ces régimes-là, parce que beaucoup de messages commerciaux sont faits derrière ça, mais il ne faut pas toujours prendre pour monnaie comptant ce qui se dit. Et puis vous êtes dans une situation particulière qui est celle d'être diabétique, d'être des patients assez fragilisés. Donc il ne faut quand même pas occulter cela, il ne faut pas être dans le déni de ce que vous êtes, mais il faut être assez prudent quand on utilise tous ces régimes qui sont faits pour ceci ou pour cela, pour améliorer tel ou tel métabolisme. Voilà, essayer une fois, c'est pas mauvais, mais essayer tout le temps, on peut pas, ce n'est pas possible. Voilà. On a une question qui nous vient de la Mauritanie, Abi de la Mauritanie. Donc, je vous le disais, Mme Benada, hein, vous aurez des questions d'Afrique, parce qu'on est effectivement dans la francophonie, et je tiens à ce qu'on soit dans cette francophonie. Quand on est de type 1, peut-on manger du riz tous les jours? Car en Afrique de l'Ouest, le riz est plus favorisé à midi. Aurait-il un effet néfaste? Et c'est Abi de la Mauritanie qui doit être diabétique de type 1, ou qui parle pour les diabétiques de type 1, et qui vous pose cette question. Oui, bien sûr, vous pouvez manger du riz tous les midis, il n'y a pas de problématique à ça. Toujours pareil, ça fait partie de la famille des féculents, donc chez vous, effectivement, c'est plus du riz, donc très bien, ça rentre dans vos habitudes. Ce qui va être important, c'est essayer de l'associer avec des aliments qui vont apporter des fibres, des légumes, et aussi un aliment protéiné, pour respecter toujours l'équilibre des repas et un meilleur équilibre glycémique derrière. Alors moi, j'ai envie de complexifier un peu la question d'Abi, c'est de dire que est-ce qu'ils peuvent manger ce riz midi, soir, et peut-être même le matin? Est-ce que c'est possible? Alors oui, ça serait possible, c'est une source de sucre lent, donc tout à fait, c'est ce qui, comment dire, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin au quotidien, parce que c'est ce qui va nous apporter de l'énergie. Donc effectivement, si on est très actif, on peut en manger matin, midi et soir, il n'y aura pas de problème à ça. Ce qu'il faut, c'est derrière, donc pour les patients type 1, comme on en parle là, bien adapter ces bolus d'insuline à la quantité consommée. Les féculents consommés. Voilà, tout à fait. Mais c'est une source d'énergie, donc il n'y a pas de problème à le consommer, même plusieurs fois par jour. Alors, moi qui travaillais en Afrique, on avait un dogme qui disait qu'il fallait changer de féculents à chaque repas. Si le matin on avait consommé du pain, le midi il fallait consommer un autre féculent et le soir un autre. Ce que j'entends là, c'est que c'est un dogme qui est finalement qu'on peut braver aujourd'hui, parce que oui, qu'on peut braver aujourd'hui, parce que c'est encore des messages qui sont ventilés en Afrique, parce qu'on pense que de conserver le même féculent, surtout le plantain le midi, le plantain le soir, la banane plantain le midi, la banane plantain le soir, ben, comme ce sont des féculents très très riches en glucides, l'impression qu'on avait, c'était est-ce que ça ne conservait pas une hyperglycémie constante? Et donc on s'était dit peut-être qu'il valait mieux varier les féculents, parce qu'en les variant, ben, ce n'était pas le même type d'apport de glucides, hein, qu'on mange le plantain le matin, puis le riz le midi et ensuite l'igname le soir, c'était peut-être mieux. Ce que j'entends là, c'est qu'en fait, au pouvoir glucidique du féculent, on n'a pas besoin finalement de le changer. Non, après, par contre, ce qui peut être vrai quand même, c'est que là, c'est là où le patient doit se connaître et où chaque personne se connaît, c'est chez certains patients, il y a des aliments qui vont leur faire monter leur glycémie plus rapidement que chez son voisin, par exemple. Donc là, effectivement, du moment qu'on se connaît, on va privilégier certains aliments qui peuvent peut-être faire monter, même dans la famille des féculents, hein, plus rapidement si derrière on a une activité physique ou voilà, ou si on sait que son repas va être mieux équilibré sur ce repas-là. Voilà. C'est plutôt ça qui peut être différent et où l'on va privilégier tel féculent plutôt le matin, tel féculent plutôt le midi ou le soir, mais parce qu'on va se connaître et que l'on saura bien équilibrer ses glycémies. Voilà, parce qu'on va savoir la réaction de son corps à l'ingestion de tel ou tel féculent. Voilà, ça c'est vrai que ça peut arriver. Oui,
tout en sachant que j'essaie de me remettre dans ce contexte de l'Afrique qui est un peu particulier, où il est compliqué pour eux de se contrôler avant, après repas, parce que non remboursé le matériel et les bandelettes coûtent excessivement cher. Ce qu'on devrait peut-être leur dire, c'est de tenter effectivement de consommer le même féculent matin, midi, soir et de voir si effectivement les glycémies montent beaucoup trop. Si elles montent beaucoup trop, c'est qu'il faut à un moment donné changer un féculent, trouver un féculent peut-être un peu moins riche ou peut-être partir sur un féculent plutôt une légumineuse à ce moment-là, quelque chose qui contient plus de fibres et qui va permettre certainement peut-être un meilleur équilibre glycémique. Voilà, de parler un peu de légumineuses et puis leur donner un peu des exemples de légumineuses, hein, parce que légumineuses, pour nous, c'est très clair, mais pour les patients que nous avons en face, alors, les légumineuses que l'on peut trouver, on va parler par exemple des lentilles, on va parler des haricots blancs, des haricots rouges, des pois chiches, voilà, qui sont ce qu'on peut appeler aussi les légumes secs, qui apportent et qui sont des aliments très complets en fait, qui sont source de sucre lent, mais aussi de fibres et de protéines végétales. Donc c'est voilà, de par cette constitution, c'est vrai que leur absorption des sucres est plus ralentie, donc ce qui est souvent bénéfique pour les patients diabétiques, effectivement. Et donc parmi des exemples de légumineuses, on va citer quoi? Donc les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges. Oui, ça, il y en a. Il y a des haricots rouges, voilà. Des haricots blancs, des petits pois aussi. Alors les petits pois sont plutôt des légumes plus sucrés. Bon. Et puis plus on y met des légumes, les carottes, les légumes verts, hein, tous les légumes verts qu'on a, avec lesquels on fait nos plats habituels. Eh ben, ceux-là ne sont pas du tout proscrits, hein. Il faut manger tous nos légumes verts. C'est encouragé d'en manger. Voilà, les épinards, toutes les sortes d'épinards, les mélanger donc avec des protéines. Et puis voilà, parce que le repas en Afrique est fait de sauces et puis on en fait un dans la journée et c'est pour toute la journée. Donc, pour répondre à Abi de la Mauritanie, essayez. Et si vraiment les glycémies sont trop hautes, tentez de manger plutôt, de faire 2 repas peut-être moins en quantité, un pour ajouter des légumineuses derrière et permettre de gérer tout ça avec un autre type de féculent, hein, pour éviter de manger matin, midi, soir le même féculent dans la journée et de se retrouver avec des glycémies toujours trop hautes parce que notre corps répond de manière très importante, par exemple au riz. Hein, il y a des gens qui répondent très très fort au riz, d'autres ça va être très très fort à la pomme de terre, d'autres ce sera très très fort aux pâtes. Donc on n'a pas tous la même réponse aux féculents. On appelle ça le pouvoir sucrant individuel vis-à-vis d'un aliment. Hein, donc voilà, on va continuer en espérant avoir apporté des éclaircissements à Madame Abi de la Mauritanie. Alors, Josiane Godin nous dit bonjour, qu'elle est diabétique de type 1 sous pompe, qu'elle ne peut plus manger des féculents, pommes de terre, riz et pâtes, parce qu'elle n'arrive plus à gérer sa glycémie malgré l'apport de plusieurs bolus dans la journée sur le repas de midi. Donc, si on comprend bien, le matin, elle mange ses féculents, le soir, elle mange ses féculents. Mais le midi, quand elle mange les féculents, ses glycémies montent vraiment trop haut, hein, c'est ce que je vois. Son taux redevient correct que dans la soirée, donc elle ne mange plus que des légumes. Qu'en pensez-vous? Il faut que je vous dise que j'ai tout essayé, l'augmentation de la basale, du bolus, faire les bolus prolongés, et que je dépasse 2,30 g, je n'arrive plus à baisser. Avant qu'il y ait une réponse diététique, moi j'ai envie de dire que chez certains patients, il y a cette capacité à monter après les repas, d'aller très très haut après les repas, mais de revenir bien juste en préprandial, donc c'est avant le prochain repas. Des fois, il faut s'autoriser à monter plus haut, et parce qu'après, on redescend bien. Il faut tenter un peu de se distancier de ces hyperglycémies postprandiales qui montent très, très, très haut, mais qui après vont à nouveau être gérées pour donner une glycémie normale. Il faut s'en distancier parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas déroger de cela. Si vous voulez vraiment gérer bien et éventuellement ces glycémies postprandiales, il faut faire une activité physique,
qui va tenter de brûler les calories après le repas. Mais est-ce que l'organisation de votre vie vous le permet ou pas? Ça, c'est toute la question. Ce qui me rassure chez vous, c'est le fait que vous arrivez bien après. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps de latence qui est un peu lent, qui est plus lent chez vous que chez d'autres pour gérer vos glucides. Après, il faut vérifier votre hémoglobine glyquée. Si votre hémoglobine glyquée, c'est-à-dire cette moyenne des glycémies sur une durée de 3-4 mois, vous dit que tout va bien, il faut vous distancier de tout ça. Vous faites partie de ces gens qui doivent monter plus haut et qui vont redescendre plus tard et qui n'ont aucun impact sur l'équilibre glycémique. Par contre, si ça a un impact sur l'équilibre glycémique, oui, il faut qu'on essaie de trouver des solutions. Je pense que des solutions, il y a. Il faut porter un haltère glycémique et qu'on voit bien de manière séquentielle sur vos 24 heures au jour le jour, comment est-ce que vous répondez. Après, il existe ce qu'on appelle des diabètes instables, c'est-à-dire ces diabètes qui sont compliqués à gérer parce que les jours se suivent mais ne se ressemblent jamais. Donc, chez ces gens-là, il y a une tolérance qu'il faut conserver et apprendre à gérer ça avec ces susceptibilités-là qui sont peut-être gênantes parce qu'on a toujours envie d'avoir tout bien. Mais la vie aussi, des fois, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre. L'essentiel, je vous dis, s'il n'y a pas d'impact sur votre équilibre glycémique, c'est une bonne chose. Si on a un impact trop important sur votre équilibre glycémique, ce serait intéressant de vous mettre ce haltère glycémique et de relire vos glycémies en basal et au moment des bolus. Alors, il faut voir. Et puis après, on peut aussi avoir ce qu'on appelle la neuropathie, la dysautonomie neurogène, c'est-à-dire que votre estomac a subi le diabète et donc livre très lentement ses glucides parce qu'il devient paresseux, il a du mal à travailler et c'est ce qui fait qu'au moment où vous vous y attendez pas, vous restez encore haut et bon, après, vous allez et répondre mieux beaucoup plus tard. Donc, est-ce que vous avez une dysautonomie neurogène, ce qu'on appelle nous la neuropathie autonome, au niveau de l'estomac? Est-ce que vous m'avez dit quand même que vous avez tenté de regérer les basos et les bolus? Ben, il faut voir s'il ne faut pas vous tolérer cela, si votre équilibre glycémique finalement n'est pas mauvais. Et après, peut-être qu'il faut privilégier des aliments qui ont un pouvoir glucidique moins élevé. Et là, peut-être on peut lui donner un conseil sur ces aliments-là, qu'elle teste pour voir aussi si ça a un pouvoir glucidique élevé chez elle. Après, voilà, la réponse diététique à cette question, comme vous dites que vous avez déjà supprimé les féculents sur le repas du midi, que vous mangez plus que des légumes, en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif non plus. Tout dépend après de votre dépense énergétique dans l'après-midi. C'est-à-dire que si l'après-midi, vous êtes très active et vous sentez que vous êtes fatigué, que ça vous pèse de ne pas avoir de féculents sur le repas du midi, et que vous souhaiteriez les réintroduire, du coup, là, effectivement, peut-être privilégier plutôt des légumes secs ou des légumineuses, comme on parlait tout à l'heure, qui ont certainement une absorption plus lente et qui pourraient peut-être permettre d'améliorer un petit peu les glycémies postprandiales malgré l'ingestion de féculents. Voilà. Après, si par contre vous avez l'après-midi qui se déroule tout à fait correctement et que vous mangez que des légumes et que cela vous va comme ça, vous pouvez continuer aussi sur cette façon de vous alimenter et, voilà, et plutôt avoir une flexibilité ou de tolérer un petit peu l'hyperglycémie qui après se corrige quand même en fin de journée. Voilà. Donc, sinon après pour bien ou améliorer l'absorption des glucides, c'est toujours bien y associer des fibres. Donc peut-être rajouter des crudités aussi au cours de votre repas si ce n'est pas déjà fait et essayer de quand même de réintroduire une petite portion de féculents. Voilà, ou de céréales complètes aussi, essayez de penser à ça. Si vous voulez quand même manger ne serait-ce qu'un petit peu de pain, privilégiez un pain complet ou un pain qui va être vraiment plus foncé, plus noir et qui contiendra plus de fibres et peut-être que l'équilibre quand même sera correct après. Voilà, j'espère que l'on vous aura aidé et qu'on aura répondu à votre question du coup. Voilà, donc ensuite on va continuer. On est un peu embêté par un téléphone d'astreinte qu'on va retirer systématiquement. Avez-vous une réponse à m'apporter sur les plats cuisinés? Je vous remercie. Alors, une réponse. Alors, je vais vous parler des plats cuisinés. C'est difficile comme ça de
je ne sais pas vraiment ce que vous voulez cibler. Donc, ce sont, je pense, les plats qu'on achète dans le commerce qui sont déjà tout faits. Alors, les plats cuisinés peuvent être une aide, en tout cas une aide au quotidien si vraiment vous n'avez pas eu le temps de préparer quoi que ce soit et que vous allez acheter un plat préparé. Il suffit d'essayer de plutôt choisir un plat qui va contenir une protéine, une viande ou un poisson, un féculent et un légume. Ça déjà, essayez de veiller à ça. Après, ce qu'il faut savoir dans les plats cuisinés, c'est qu'ils contiennent des additifs qui peuvent être souvent du sucre. Donc pour le goût, pour la couleur, comme exhausteur de goût en fait. Donc attention quand même à ces plats-là. Moi, je ne vous conseillerais pas de les consommer au quotidien, mais par contre, ça peut tout à fait vous dépanner. Une fois en passant, vous n'avez rien de prêt, vous n'avez pas eu le temps de préparer quelque chose, vous achetez rapidement ça, et il n'y a aucune problématique à ça. Mais vraiment, voilà, évitez au quotidien, on va toujours vous conseiller de préparer vous-même vos plats, quitte à en congeler et voilà, ou en réserver pour plusieurs repas. Mais voilà, attention aux plats cuisinés qui auront souvent des ajouts de sucre, mais aussi de graisse. Là, je cible plutôt sur les sucres, mais il y a aussi des ajouts de graisse qui sont souvent des graisses saturées, donc des mauvaises graisses entre guillemets, qui vont favoriser les risques cardiovasculaires aussi. Donc attention à cela et voilà, de manière occasionnelle en tout cas, c'est tout à fait possible, mais ça ne doit pas rentrer dans votre quotidien. C'est possible. Oui, le tout facile, le tout fait, ouais. Ce qui semble nous aider facilement peut être aussi un mauvais compagnon. Santé, un mauvais compagnon. Donc on va répondre à Caroline Ravel qui nous pose une question. Son fils est diabétique de type 1 depuis 3 ans. Il est dans une période où il boit beaucoup de lait. Y a-t-il un lien avec le diabète ? Il a du mal au goûter à manger autre chose que les gâteaux industriels. Quelles sont les conséquences sur le long terme? Alors, avant qu'on réponde aux questions diététiques, à chaque fois, je réponds un peu d'abord à ce qui est de la maladie même. Donc, il boit beaucoup de lait. Bon, moi, je ne pense pas qu'il y ait un lien avec le diabète. Il peut boire le lait, hein, ça c'est pas un souci. Il ne faut pas non plus qu'il exagère. Mais en soi, c'est un garçon qui est en pleine croissance. Donc, par contre, le goûter industriel, ce n'est pas lui qui l'achète. Donc, c'est vous qui l'achetez. Et c'est peut-être ça qui peut être le bas qui blesse. Qu'ils prennent des goûters industriels, moi, je ne crois pas que ce soit délétère, mais il faut vraiment qu'on arrive à accompagner la dose d'insuline pour attraper finalement la quantité de glucides et de calories qu'apporte son goûter. Il a le droit de goûter. Il a même le droit de goûter le gâteau industriel. Moi, je pense que les gâteaux industriels, si vous nous mettez qu'il est industriel, c'est que vous n'avez pas trop envie qu'il mange les gâteaux industriels. Faites-lui les gâteaux maison. Ça, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'en plus, vous pourrez faire des gâteaux maison moins sucrés. Et pour ça, vous aurez des recettes. Là, il y a pas mal de recettes. Et puis, par contre, il a le droit. Laissez-lui cette collation, ce petit goûter, parce qu'il est en pleine croissance. Mais voilà, il faut qu'il fasse son petit rajout de bolus d'insuline pour attraper les glycémies. Je vais laisser Madame Bonada donc vous expliquer un peu dans les choix. Oui, voilà, dans les choix. Oui, les gâteaux industriels au goûter chez les enfants, évidemment, on ne va pas les supprimer, c'est normal, ça fait partie de la vie de l'enfant. Il aura tous ses copains qui vont en manger, donc ça va être difficile de lui dire, ben non, il va falloir manger autre chose. Là, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de choisir des biscuits qui vont vraiment apporter de l'énergie. Et ça, c'est valable pour les enfants diabétiques ou non, hein, d'ailleurs. Évitez, comme on en a parlé au début, tout ce qui va être barres chocolatées, les produits vraiment très transformés. Voilà, qui vont apporter essentiellement que du sucre et pas forcément bien rassasier l'enfant. Donc, il va avoir faim encore une demi-heure après, il va vouloir en reprendre. Voilà, là, c'est sûr que ça va être difficile pour gérer un diabète, en l'occurrence. Maintenant, si vous choisissez des produits qui contiennent davantage de céréales ou de sucre lent, alors, je ne fais aucune marque, hein, mais c'est vraiment type les biscuits Prince ou les biscuits où il y a vraiment une galette ou un biscuit avec du chocolat, avec un peu de fruits ou peu importe. Ceux-ci sont vraiment, ils sont glucidiques, oui, ils sont rassasiants, c'est des produits que vous trouvez au supermarché qui peuvent être très pratiques, faciles à emporter, et ça il n'y aura pas de problème après à équilibrer un diabète avec ce genre de prise alimentaire.
Surtout que dans ces biscuits, il y a aussi des céréales. Il y a aussi des céréales, qui ralentissent la délivrance des sucres. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Et ce qui rassasie bien l'enfant aussi. Et je pense que là, quand un enfant en pleine croissance a l'air de goûter, il a besoin vraiment d'être rassasié aussi, quoi. Oui, Caroline Ravel nous rappelle qu'il a 15 ans, son fils a 15 ans, donc il est réellement en pleine croissance. Oui, ouais. Ensuite, il y a un monsieur Claude Guez, quelque chose comme ça, qui nous parlait d'un diabète qui était 5,2. Je ne sais pas si c'est des millimoles, si c'est l'hémoglobine glyquée. Il est diabétique de type 2. Tous les 3 mois, il fait sa prise de sang qui est de 5,2, mais 5,2 quoi? Hémoglobine glyquée, donc 5,2%, où il a une glycémie à 5,2 millimoles. Sa diabétologue n'est pas contente, je suis un peu étonnée, parce que si c'est 5,2 millimoles, ça correspond à peu près à moins d'1 gramme de glycémie, donc il est très bien. Si c'est 5,2%, il est parfait en hémoglobine glyquée. Il prend Janumé, il prend glimépiride, et la diabétologue la lui a retiré. Bon, si elle a retiré le glimépiride, c'est parce qu'il est déjà parfaitement équilibré et qu'à 5,2% d'hémoglobine glyquée, je suppose, elle se pose la question, ou de glycémie en millimoles, elle se pose la question de savoir s'il n'y a pas des hypoglycémies en arrière. Et c'est la raison pour laquelle elle a enlevé le médicament qui a un pouvoir de faire baisser la glycémie de manière très importante. Par contre, si vous êtes à 5,2 grammes de glycémie, là oui, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas contente. Soit c'est le traitement qui n'est pas suffisant, soit c'est un facteur peut-être intercurrent qui peut maintenir comme ça un déséquilibre. Donc il faut vérifier qu'il n'y ait pas un problème de santé derrière. Et ou alors c'est que la diététique ne suit pas, les mesures hygiéniques diététiques ne suivent pas. Parce que je ne comprends pas pourquoi votre diabétologue ne serait pas contente à 5,2. Donc c'est peut-être 5,2 grammes. Mais comme là, la question n'est pas bien explicite, à glimépiride à 2 mg, on a encore peut-être la possibilité de l'augmenter à 6 mg, de maintenir le Janumède un matin, un soir, de porter le glimépiride à 6 mg, donc de prendre 3 comprimés de glimépiride le midi si vous voulez, parce que c'est là que vous faites votre repas et c'est là que vous avez envie de le prendre. Vous êtes sûr de le prendre bien là. Moi, ça ne me gêne pas. Après, votre question n'était pas terminée. Il y avait quelque chose qui est écrit, mais qu'on ne lit absolument pas. Mais voilà, je résume. Vous êtes bien équilibré avec 5,2% d'hémoglobine glyquée et 5 ou 5,2 millimoles de glycémie, ce qui correspond à moins d'1 gramme de glycémie. À ce moment-là, votre diabétologue a raison de retirer le glimépiride parce qu'elle suppose que vous faites des hypoglycémies. Et elle ne vous laisse que sous Janumède, qui est une association du Januvia et de la metformine, et elle verra sur 3 mois comment cela vous équilibre. Par contre, si vous êtes à 5,2 grammes de glycémie, là, c'est normal qu'elle ne soit pas contente, mais la question c'est, est-ce que votre traitement est suffisant? Donc moi, à mon sens, on a encore la possibilité d'augmenter le glimépiride à 6 mg et d'équilibrer vos glycémies. Ensuite, est-ce que à 5,2, il ne faut pas aller chercher quand même un facteur intercurrent qui garde le déséquilibre glycémique, donc vous hospitalisez pour vous équilibrer et chercher une maladie sous-jacente. Et enfin, à 5,2 millimoles, se poser la question aussi de l'équilibre glycémique, de l'activité physique et de réellement la prise des médicaments. Est-ce que vous les prenez bien et tout ça. Donc, voilà les possibilités qu'on a. Voilà. Donc, ensuite, on va répondre à la question de Lionel Parmentier. Donc, ce qu'on voit là, c'est Caroline Ravel, Lionel Parmentier, nos inconditionnels qui nous suivent régulièrement. Nous vous remercions parce que c'est vous qui faites la vie de ces e-live conférences. Donc, ils nous saluent. Quelles applications utiliser entre Yuka, Lucie, Check pour nous aider à faire les courses? Alors, je vais préciser un peu ces deux applications qui n'ont peut-être pas la même utilité en fait. Donc, on a parlé déjà de GluciCheck qui est effectivement plutôt pour les patients qui pratiquent l'insulinothérapie fonctionnelle et qui va leur aider pour compter vraiment les glucides de chaque repas. Yuka est plutôt une application qui vous aide dans le choix de produits. Effectivement quand vous allez faire vos courses et qui utilise plusieurs paramètres qui sont tout d'abord il faut une analyse nutritionnelle
comme exactement la même que le Nutri-Score par exemple. Donc, donc ça veut dire qu'ils ont regardé les protéines, les lipides et les glucides du produit. Associé aussi à si le produit contient des additifs ou non. Et aussi, ils prennent en compte si c'est un produit qui est issu de l'agriculture biologique ou non. Voilà, donc en fait, c'est vraiment une application qui va avoir une utilité différente de GlucideCheck ou du glucocompteur par exemple, qui elles sont vraiment pour compter les glucides, et Yuka, où on peut l'apparenter aussi au Nutri-Score, qui eux sont plutôt des repères nutritionnels qui peuvent vous aider dans un choix alimentaire, mais pas que pour les diabétiques en fait. Voilà, ce qui va être important si vous utilisez Yuka ou le Nutri-Score, c'est plutôt d'aller lire quand même les étiquettes pour vérifier la teneur en glucides du produit que vous allez acheter. Voilà, donc faites-y attention, ça peut être une aide effectivement plutôt Yuka alors pour aller faire les courses, mais si c'est vraiment ciblé par rapport à la teneur en glucides, rien ne vaut la lecture de l'étiquette à la limite, ou alors le GlucideCheck qui va vous dire aussi rapidement la teneur en glucides du produit que vous allez acheter. Alors, on a Elodie Adélia Médical qui nous dit « Certains patients n'arrivent pas à se resucrer avec des morceaux de sucre lors d'hypoglycémie. Que peut-on leur conseiller comme possibilité de resucrage en complément, en remplacement, et y en a-t-il qu'on peut éviter? Est-ce qu'il y a des… Alors, pour se resucrer, effectivement, donc on parle là de sucre pur, donc si ce n'est pas un morceau de sucre, ce qui est, je l'avoue, difficile aussi à avaler, ça peut être de la confiture, une pâte de fruits, ça peut être aussi des boissons, des fois c'est plus facile, hein, donc si vous avez du coca, alors du coca normal évidemment, non édulcoré, ou même un jus de fruits, voilà, donc ça va être des aliments que vous allez pouvoir utiliser en cas d'hypoglycémie pour vous resucrer. Peut-être parler en quantité. Je sais pas si… les confitures, les petites confitures toutes faites, là, elles correspondent aux 5 grammes, alors, elles contiennent 20 grammes même. Voilà, 4 morceaux de sucre. Voilà, 4 morceaux équivalent de 4 morceaux de sucre. Donc, c'est peut-être un peu plus élevé qu'un resucrage classique où on conseille 15 grammes. La pâte de fruits. La pâte de fruits, alors ça, c'est pareil, ça va dépendre celle que vous utilisez. Il y en a qui sont vraiment bien portionnés en petits carrés qui vont faire 10 grammes en général, ce qui va être facile après pour partager ou pour compter, pour bien se resucrer. Voilà, mais ça, bon, il suffit de lire après sur l'emballage la teneur en glucides. Et pour les boissons, ben, ça sera 15 centilitres, donc ça fait un petit verre en fait. Hein, oui, un petit verre. Un petit verre de jus de fruits. Voilà, la moitié d'un petit berlingot de jus de raisin, aussi, voilà, de jus de jus de fruits. Le pomme ou raisin sont bien sucrés. Donc, oui. Voilà. Donc ça peut être souvent plus facile, c'est vrai pour les patients, pour se resucrer rapidement. Voilà. Tout en sachant que quand vous voyez que le patient ne peut plus se resucrer, il doit avoir normalement sur lui une injection de glucagène qu'il faut absolument lui faire en intramusculaire et pour qu'il puisse repartir et qu'on puisse ensuite par la suite adapter ses glycémies à ses hypoglycémies, revoir un peu ses débits de base s'il a une pompe, revoir ses bolus s'il est en multi-injection ou faire attention à ses sulfamides hypoglycémiants quand il est sous comprimé. Flo Maury nous dit qu'elle a beaucoup de mal à manger et beaucoup d'hypoglycémie. La solution pourrait être des plats tout faits, vu qu'elle oublie de manger quand elle travaille. Y a-t-il des plats plus adaptés que d'autres dans le commerce? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller dans tout ce panel de plats qu'il y a dans le commerce, lesquels elle pourrait éventuellement prendre, qui ne sont pas trop délétères pour le diabétique? Alors, sachant qu'elle va le faire tous les midis. Hein, donc là, bon, effectivement, oublier de manger, ça peut poser problème et effectivement, vous créez des hypoglycémies. Donc après, je ne sais pas quel travail vous faites, je ne sais pas le temps que vous avez aussi, donc il faut tout prendre en compte et où est-ce que vous vous trouvez quand vous devez manger ou quand vous pouvez manger. Donc si effectivement acheter quelque chose dans le commerce est possible, hein, évidemment, comme on l'a dit, alors, dépend, soit vous allez dans une boulangerie et vous allez prendre par exemple une part de quiche ou de pizza ou associé avec un fruit, peut-être que vous pouvez toujours amener de chez vous, ça par contre, une poire ou une banane, peu importe. Donc ça déjà, ça peut être une sorte de repas. Si vous pouvez aussi acheter un sandwich ou une salade
une salade composée où dedans, des fois, il y a des légumes, salade, tomates, etc. Il y a aussi des pâtes ou du riz. Ça va faire vraiment une salade composée qui va faire un repas équilibré tout autant, avec du taboulé aussi. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez acheter, manger rapidement. Après, c'est des plats que vous pouvez faire réchauffer, donc soit vous allez chez un traiteur à la limite, qui sera peut-être moins industrialisé, on va dire, avec moins d'additifs et de rajouts, de sucre, etc. Soit les plats, comme on en a parlé tout à l'heure, les plats tout prêts, voilà, qui pourront vous dépanner aussi, plutôt de manière occasionnelle ceux-là, on va dire, mais qui peuvent, oui, aussi vous dépanner plutôt que de faire des hypoglycémies et de carrément sauter le repas. Là. Voilà, c'est ça. Donc, on va bientôt arriver au terme de notre e-live conférence. Moi, j'ai une question à répondre parce que mon père me pose une question depuis plusieurs semaines sur le réseau de Facebook et j'ai le devoir aujourd'hui de devoir répondre à sa question. Il présente des douleurs au niveau des pieds qui sont des douleurs à type de brûlure, des douleurs qui chauffent. Je pense que mon père fait aujourd'hui une neuropathie du diabétique puisqu'il est diabétique, diabétique de type 2 sous traitement. Alors, il cherche des solutions à ces douleurs-là. C'est toujours très compliqué quand on est diabétologue et qu'on a des parents diabétiques et qu'on se retrouve aujourd'hui un peu démunis sur les possibilités thérapeutiques. Donc, ce que je peux conseiller à mon père, c'est qui est très bien équilibré, qui fait très bien. Donc, je sais que ce n'est pas le déséquilibre glycémique qui est en lien avec cette neuropathie. C'est un diabète maintenant qui est ancien. Je pense qu'il développe une neuropathie périphérique au niveau des pieds. Ce qu'on peut essayer et que son médecin traitant peut tenter, c'est les neuroleptiques, mettre un peu de laroxyl le soir, ou mettre un peu de lyrica, ou mettre un peu de norontin, et de voir si ça l'aide. Donc voilà, il fallait que je réponde parce que ça faisait la 4e fois que mon père posait cette question sur le réseau. Évidemment, comme il n'a pas su bien utiliser la plateforme Facebook, donc il a posé la question après la e-live sur les complications du diabète et aujourd'hui j'étais sommée parce que je n'aurais pas bien tenu mon rôle aujourd'hui si je n'avais pas répondu à la question à mon père. Donc voilà, c'est fait. Je pense que c'est une neuropathie, ça veut dire une atteinte des petits nerfs par le diabète que présente mon père aujourd'hui et pour lesquels les seules options thérapeutiques, c'est d'abord de bien équilibrer le diabète et ça, pour ça, il l'est. Et ensuite, de tenter, et ça, son médecin traitant m'appellera sûrement pour qu'on en discute, ce qu'on appelle les neuroleptiques, donc des traitements qui permettent d'agir un peu sur ces douleurs-là et qui vont peut-être estomper un peu ces douleurs sans peut-être jamais les enrayer complètement, mais ça lui permettra de mieux dormir la nuit. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, papa. Et nous vous remercions donc, Madame Bonada et moi, pour cette heure d'e-live. Pour ceux qui se sont connectés peut-être moins que d'habitude, parce qu'effectivement, la semaine dernière, la e-live n'a pu se faire. Mais voilà, nous sommes toujours présents, nous répondons toujours à vos attentes et nous espérons que cette e-live sur l'alimentation pourra se refaire encore une autre fois. Et nous vous remercions. Nous n'allons pas, je pense la semaine prochaine, faire de e-live, ou si ça se faisait, vous aurez un message sur notre page Facebook, parce qu'en ce moment, nous sommes en congé scolaire et que les effectifs sont très réduits. Voilà, nous vous remercions pour votre participation. Nous vous disons à très bientôt et nous avons été heureuses, oui, Madame Bonada, d'avoir répondu à vos questions. Nous espérons que la prochaine fois, vous serez encore plus nombreux. Vous pouvez regarder cette e-live en replay. Soyez nombreux, montrez-nous que vous êtes effectivement les porteurs de cette manifestation que nous vous accordons, cette plateforme où nous vous dédions 1 heure de notre temps pour répondre à vos questions. Nous vous remercions et vous disons au revoir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.